nous sommes un peu en retard sur notre agenda, mais pour la bonne cause. Hein, ça a été une bonne discussion. Donc je passe tout de suite la parole à M. Pizzini, directeur du Centre de développement SODE, et ça dans la continuité, mesures du bien-être, réalisation et défis. Merci beaucoup, monsieur le commissaire, cher Ahmed Alimi, parce que je vous oblige à écouter deux Italiens, un après l'autre, qui en plus il dit des choses très similaires, mais lui il parle du français, moi je parle de l'italien avec des accents posés de façon différente, j'espère que ça soit compréhensible. Je voudrais revenir sur le titre de cette conférence que j'apprécie particulièrement, et en particulier meilleure statistique, meilleure vie. Mais je propose d'introduire une troisième pôle, meilleure statistique, meilleure politique, meilleure vie. Et je vais 3 points, j'espère assez brièvement. Alors, pour le premier, je commence par la fin. Le bien-être et pas la croissance économique. On l'a entendu à plusieurs reprises. Derrière, il y a l'idée que la croissance économique est indispensable. C'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. La semaine passée au Mexique, ça a été le point crucial de nos discussions. Ça l'est de plus en plus dans différentes enceintes, par exemple les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il y a derrière et pourquoi une telle préoccupation? Alors moi, je ne suis pas un statisticien, je suis un utilisateur de statistiques et je travaille surtout avec les policymakers. Or, pourquoi une croissante intérêt au thème du bien-être? Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est une raison qui a fortement à faire avec les inégalités verticales. Le fait que les inégalités ont augmenté largement à l'intérieur des pays, bien qu'ils se soient réduits entre pays. On le sait, les dernières décennies sont des décennies où les pays émergents ont récupéré la distance vis-à-vis des pays développés. Et effectivement, si on prend le taux de croissance moyen de l'OCDE et on le multiplie 2 fois, entre 2000 et 2010, il y a eu 83 pays qui ont fait mieux que les pays de l'OCDE. Et vous connaissez les noms, bien évidemment, la Chine, le Chili et les suites, entre autres le Maroc. Alors, cela a changé, mais à l'intérieur des pays, les inégalités continuent à augmenter. Et ces inégalités créent différents types de problèmes. Avant tout, on sait que le résultat positif de la croissance a été de réduire la pauvreté extrême. Effectivement, 600 millions de personnes ils sont sortis de la pauvreté extrême. Oui, mais est-ce qu'ils sont sortis de façon définitive? Non, ils restent vulnérables. Ils sont entrés à constituer ce qu'on appelle dans plusieurs magazines, journaux, l'Economist, les classes moyennes, je doute sur cette définition. Pourquoi? Parce que dans le 70% des cas, on parle de gens qui n'ont pas la voiture. Donc, si l'entreprise dans laquelle ils travaillent se déplace, même 10 km, ils retombent dans la pauvreté extrême. Quand ils vont à la retraite, eh bien, ils n'ont pas contribué puisqu'ils étaient dans l'économie informelle dans 60% des cas, donc ils tombent dans la pauvreté extrême. Il y a un divorce, il y a une infirmité dans la famille, ils retombent dans la pauvreté extrême, surtout les femmes. Donc, cette tension entre le résultat économique positif, la croissance, et la vulnérabilité produisent de la frustration. Rajoutons à cela un deuxième facteur. Qui est resté pauvre? Comment est-ce qu'il a réagi? Ça se passe des fois des choses similaires à ce qu'on a dans le trafic, quand il y a 2 lignes de voitures et au milieu une ligne blanche qu'on ne peut pas franchir. On voit le voisin qui commence à bouger. Alors les économistes disent, ce qui ne bouge pas, il a une déprivation relative. Non, non. Ce qui ne bouge pas, la plupart des fois, il dit, heureusement, les gens ils commencent à bouger. Demain, ça vient à moi. Et vous attendez. Mais après un quart d'heure, vous êtes toujours dans le bouchon et n'avez pas bougé. Qu'est-ce que vous faites? Une infraction. Vous passez la ligne blanche continue. Maintenant, sommez le premier et le deuxième. Qu'est-ce que vous avez? Ben, ce qu'on a vu avec les étudiants au Chili, avec les gens dans les rues au Brésil, en Turquie, en Thaïlande et peut-être avant tout en Tunisie. Donc, vous avez de très fortes tensions sociales. Alors, les inégalités, sûrement, sont importantes pour des facteurs éthiques, d'abord. Il n'est pas acceptable que dans nos pays, il y a entre qui a étudié moins et qui a étudié plus, je parle des hommes, juste pour prendre une mesure, 8 ans d'espérance de vie différente. 8 ans.
d'espérance de vie différentes. Ce n'est pas acceptable. Deuxième, si vous n'avez pas une certaine homogénéité, personne n'est plus disponible à payer ou à faire des biens publics collectifs qui sont un élément fondamental, l'essence du développement économique. Et à la fin, troisième, vous avez aussi des tensions à l'intérieur des pays et certaines régions peuvent sortir des pays. Et on a des exemples dans les pays OCDE de cela. L'Écosse, la Catalogne et des suites. Donc, pour toutes ces tensions, les décideurs politiques ils sont particulièrement attentifs aux inégalités. Mais il n'y a pas que les inégalités monétaires. Il y a des inégalités horizontales. Les femmes, les jeunes, surtout en Afrique, où le taux de présence des jeunes dans la société va augmenter d'ici à 2050. Et donc, il y aura beaucoup de jeunes qui rentrent dans le marché du travail, ce qui est extraordinaire. Ils seront plus à porter les anciens, et donc ça pèsera moins. Mais en même temps, s'ils ne trouvent pas un job, il y a une explosion sociale. Et on n'a jamais vu une augmentation de la population, surtout dans l'Afrique subsaharienne, comparable à celle que ça va produire dans les années à venir. Il y a l'immigration. Mais aussi, il y a un thème fondamental de qui Ahmed est particulièrement sensible, les inégalités territoriales. Si on aurait regardé à des indicateurs territoriaux en Tunisie avant le printemps du jasmin, on aurait vu que les inégalités étaient trop élevées. Et en partie, ça a contribué, bien évidemment, à la tension sociale. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est de plus en plus crucial élargir nos spectres d'analyse, utiliser d'autres indicateurs, et en particulier des indicateurs du bien-être. Enrico, il a tout à fait raison. Ce qui est important, ce n'est pas seulement d'en discuter, mais de les faire adopter dans la prise de décisions politiques, afin qu'on continue à dire, oui, oui, le bien-être c'est important, mais regardez le taux de croissance. Bon, il faut qu'on commence à changer le métabolisme de la prise de décision politique. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point est, si, d'accord, le bien-être, mais quelle est la conséquence sur le choix politique? Est-ce que de cela, on va avoir de meilleures politiques? C'est évident, à partir d'une analyse du bien-être, qu'il y a beaucoup de thèmes sur la table qu'il faut mettre avec force. Changement structurel dans l'économie des pays en développement. Certains plus, autres moins. Il n'y a aucun doute que la croissance énorme des dernières 20 années qui s'est produite dans les pays en développement est une croissance sur un modèle de développement qui n'est pas très soutenable, dépendant de la production de ressources naturelles. Je pense là au Chili, à la Malaisie, au Mozambique, à différents pays qui sont même plus dépendants de la production de ressources naturelles qu'ils y étaient il y a 30 ans. Mais il y a bien évidemment le problème des systèmes de protection sociale. Qu'est-ce qui se passe dans ces pauvres extrêmes qui restent vulnérables? Dans beaucoup de pays, il y a les aides conditionnelles. Ça marche très bien, vous connaissez le principe, on donne de l'argent aux femmes, pas aux hommes, à condition que les enfants ils aillent à l'école et ils voient un docteur. Ça sert beaucoup pour faire en sorte que les gens ils sortent de la pauvreté extrême, mais pas à qui restent dehors. Ceux qui trouvent, une fois qu'ils ont abandonné les mesures, l'aide financière, souvent c'est l'absence de politique sociale. Quel système de protection sociale mettre en place est seulement un thème fondamental. Et le troisième, pour moi, avec le changement structurel, les systèmes de protection sociale, c'est bien évidemment l'environnement. Mais je conclue ce point en disant, vous pensez que les 11 variables qu'on utilise pour faire les mesurations sur la qualité de la vie à l'OCDE ou les 17 goals des ODD qui sont articulés en 169 objectifs et seront articulés en plus que 300 indicateurs, vont être des instruments utiles à décider ce qu'on va faire en termes de politique. Tout le monde sait ici, parce que statisticien, expert de l'information, que plus on a d'informations, plus on produit du bruit. Il faut un système de simplification. Et ça peut être quoi? Enrico nous l'a dit, la comparaison. Si on peut se comparer, on peut apprendre de l'autre. Et ça, c'est important. Mais après, il y a la spécificité nationale. Et là-dessus, il est évident que les politiques à mettre en place au Maroc ne peuvent pas être les mêmes qu'on met en place en Tunisie, ou qu'on met en place au Brésil, ou qu'on met en place en Thaïlande. Pourquoi?
des pays différents, avec une histoire différente, avec des institutions différentes, et aussi des couloirs d'étranglement au développement différentes. Donc il faut commencer à construire des stratégies de pays dans lesquels là on va décider lesquels des 17 objectifs vont être utilisés aujourd'hui et lesquels demain. Parce que des fois, en agissant sur A, on produira B. Donc il faut construire des stratégies de simplification, priorité et dans le temps. C'est ce que l'OCDE a commencé à faire, parce que les outils existants, l'article 4 du Fonds monétaire international, il s'occupe seulement de politique macroéconomique, la Banque mondiale, il ne le fait pas, et donc on a dit, inventons un instrument. Et on est en train de discuter, entre autres, avec le Maroc, parce qu'on a déjà commencé à l'appliquer en Thaïlande, au Uruguay, au Côte d'Ivoire, au Kazakhstan. Et donc voilà, comment on construit une stratégie. Dans 4 ans, si les citoyens veulent demander au Maroc, alors est-ce que vous avez fait des progrès, gouvernement, sur la mise en œuvre des stratégies, sur la mise en œuvre des objectifs des ODD? Eh bien, il faudra dire, voilà, ça c'était la stratégie, on a avancé comme ça. Sinon, chaque pays dira, moi je fais un grand avancement sur les femmes. Petit détail, il n'y avait pas de problème sur les femmes dans ces pays, ce qui est rare, parce que presque dans tous les pays, il y en a. L'autre dira, je fais des avancements sur la question des codes des tracteurs. Voilà, et après, c'est quoi le vrai avancement? Donc ça, c'est indispensable. C'était mon deuxième point, et je conclue. C'est évident qu'on parle ici des politiques basées sur des statistiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des politiques qui ont une base d'évidence transparente. Qu'est-ce que ce serait un monde dans lequel on veut faire des statistiques qui sont basées sur les politiques? Un monde dans lequel, bien évidemment, ça ne marchera pas très bien. Alors, c'est évident qu'il y a une condition indispensable à la mise en œuvre de ces machines, c'est-à-dire mesuration des conditions de vie, de bien-être, politique appropriée pour avancer sur le bien-être et pas seulement sur la croissance économique ou je ne sais pas quel autre objectif. Et la condition indispensable est que les citoyens aient accès direct à ces informations, que tout ça soit transparent, que le gouvernement